La psychologie de l'amour. L'instinct, la sensibilité, l'imagination. Chapitre 4. Études cliniques. Petit 1. Littérature et réalité. Nous venons de présenter l'amour comme exceptionnelle expression d'un phénoménisme dont les diverses variétés du para-amour constituent habituellement la manifestation une. À l'entrée du présent chapitre, où nous proposons de définir les principaux états observables parmi l'immense région de ce que trouble ou déchire le phénoménisme en question, une interrogation surgit. Préalable, l'amour et le para-amour résultent-ils de spontanéité propre à l'individu humain ou d'éléments peu à peu intégrés à son psychisme par rapport à des multiples sources qui alimentent l'imagination et la sensibilité. Est-il bien vrai, écrit M. Pierre Janet, que les hommes ont toujours été amoureux? Les dames répondront que oui, c'est possible. Si on examine l'histoire, ce n'est pas prouvé. On vous recommande à ce propos de lire les études littéraires qui me paraissent du plus haut intérêt, celles de Madame Sellière sur le mysticisme passionnel et sur l'histoire du roman. Ces études sont très curieuses. Elles semblent nous montrer que l'amour, tel que nous le comprenons aujourd'hui, a une histoire, qu'il a eu un commencement, une évolution et peut-être qu'il aura une terminaison, ce qui nous paraît bien bizarre. L'amour a évolué. Les premiers hommes n'étaient pas si amoureux que cela. Ils devaient se conduire à peu près comme les animaux. Ne pas s'occuper beaucoup de ces questions sexuelles et de la différence des sexes. Ce n'est que peu à peu, au travers de la littérature grecque, et surtout à travers de la littérature du Moyen-Âge, qu'évoque l'époque des romans et des courtoisies, à travers une littérature qui a eu son apogée dans le roman de l'Astrée. Au XVIIe siècle, que s'est fait jour le sentiment que l'on pourrait appeler aujourd'hui la divinisation de la femme. Nous avons une habitude qui commence d'ailleurs un peu à se perdre, malheureusement pour les dames, qui consiste à deviner le sexe féminin. À diviniser le sexe féminin. Cette idée de la puissance supérieure de la femme, inconnue et mystérieuse, elle ne l'est pas tant que cela. De la femme que l'on ne peut pas pénétrer, toutes ces idées-là se sont développées à la suite de tous les romans de la courtoisie du Moyen-Âge. Et plus loin, Madame Jeannette ajoute « Il y a donc toute une évolution sociale qui nous a amenés à rechercher ces sentiments d'amour. Pour ces sentiments qui ont été construits par l'histoire, modifiés par les différentes civilisations, me paraissaient avoir un caractère commun qui va être important. C'est que ces sentiments d'amour aboutissent peu à peu à distinguer davantage les différents hommes les uns des autres. Trois grandes questions se posent. Tout d'abord, après la lecture de l'exposé précédent, petit 1, l'état psychique nommé amour implique-t-il nécessairement la divinisation de la femme aimée? Petit 2, l'amour procède-t-il de la divinisation a priori du féminin? Petit 3, la femme divinise-t-elle l'homme dont elle s'éprend? Nous croyons que ces trois questions doivent recevoir une réponse négative. Bien que l'homme de Néandertal a été inapte aux états de sensibilité et de conscience accessibles à l'Européen moderne, nous admettons volontiers que Madame Janet, l'évocation de ce que furent les amours du primitif, Péladone nous paraît l'avoir très récemment esquissé. Dans son livre du spectre, ce primitif, principalement absorbé par le soin de la conversation, aurait auprès de lui un autre être plus dénué, la femme, infiniment malheureuse, en proie à de mille terreurs, sans force pour satisfaire même sa faim. À sa vue, l'homme fut soulevé d'un désir intense et s'élança vers celle-ci, qui s'enfuit épouvanté, se défendit et enfin devint douloureusement la proie de l'homme.
Le désir renaissait du sauvage, s'impatienta, et, puis, s'affligea de voir la femme se dérober, et ne céder qu'à la force. Il pensa à l'apprivoiser, et un jour, au lieu de se précipiter comme une brute, il l'apporta sur des feuilles tressées, des fruits, quelques quartiers de sa chasse. La femme avait faim, elle mangea, et réfléchit qu'il serait heureux pour elle que l'homme, chaque jour, lui apportât ainsi sa subsistance. Elle eut alors son premier sourire, et donna le premier baiser. Lui sentit une impression si différente à cette marque de tendresse, qu'il fut moins brutal. La sentimentalité était née, la sauvagerie finie. Encore quelques moments de l'amour allaient éclore, les roses débrouillant le chaos de toutes les initiations. Tout ceci reste ce que l'on appelle une vue de l'esprit, au même titre que d'ailleurs que les théories qui amputent la littérature, la genèse de l'amour, mais il semble pas plus probable d'admettre que le degré de sensibilité et de l'imagination nécessaire à la construction des états amoureux et l'aboutissement d'une série de spontanéités partant du sexuel pour réactionner l'affectif. Monsieur Péladon semble de cet avis. Donnez quelques personnes simples ou non érudies un roman de Bourget, et elle n'y trouvera sans doute pas assez d'attrait pour en achever la lecture. Et la poursuivra-t-elle? Elle ne saurait modifier appréciablement sa mentalité. Toutes les proses citées par Madame Jeannette seraient également restées sans effet si ceux-ci y furent sensibles, eussent été au-dessus du niveau où l'amour devient possible. Mantegazza, dans sa célèbre Physiologie, dit que l'on a observé d'incurables désespoirs d'amour parmi de sauvages peuplades africaines. Il y a mieux, Hartmann a parlé d'un chien qui faisait chaque nuit 1 kilomètre pour visiter sa préférée, bien qu'il n'eût à sa disposition plusieurs autres chiennes appréciables. Son maître lui attacha le cou d'un lourd bilot, afin de l'empêcher d'accomplir sa course nocturne, peine perdue. Malgré cet engin, l'animal continua et revint chaque matin épuisé, ensanglanté. Voilà bien le premier phénomène de la sélection. Le premier anneau de la chaîne évolutive qui va du pur brutisme fonctionnel à cette synthèse électivité sur laquelle nous nous sommes longuement étendus au début du livre. Paul Hahn, d'après John Roux, distingue de l'appétit génésique un besoin vague qui veut être satisfait alors même que le sujet consent n'a pas encore une idée précise de sa satisfaction. J'étais, dit, inquiet, distrait, rêveur, je pleurais, je soupirais, je disais un bonheur dont je n'avais pas idée, et je sentais pourtant la privation. En dehors même des besoins amoureux propres à la sensibilité et à l'imagination, besoins qui semblent nés du développement spontané de celle-ci, et non d'une suggestion littéraire, reste encore à considérer le rôle attractif des complémentarismes fluidiques. Une particule d'acier, devant un formidable électroaimant, ne serait pas plus impétueusement soulevée, emportée et aspirée, que le sont les fibres de certains, dès qu'un être irradiant d'une telle fréquence et d'une telle longueur d'onde croise leur chemin. Quoi qu'il en soit, nous estimons que le besoin d'amour sentimental se manifeste aussi ardemment que l'autre, parfois bien plus ardemment, chez le civilisé de niveau moyen. Or, ce besoin contrarié dans la plupart des cas donne lieu à une espèce de refoulement dont les ravages, moins éclatants de ceux des malades freudiens, n'en sont ni moins pénibles ni moins pernicieux. Petit 2. La ventilation. Par rapport à l'amour. L'équivalent du primitif considéré sous les angles sensibles divergents par Madame Jeannette et Péladon existe encore dans la proportion de 60 à 65%. Il se conduit bien, à peu près comme l'animal, à cette différence près que l'on rue
n'obéit pas à un rythme des périodicités fixes. À ce propos, il ne peut être pas utile de noter que si deux périodes de rut animale ne manifestent aucune proportion au rapprochement sexuel, il est subi seulement la première des deux incitations propres à l'homme, la réplétion et l'action subjective des images directes ou réminiscentes. Limité aux réactions fonctionnelles, le primitif ne connaîtra évidemment jamais les tourments d'Adolf ou de Wegner. En revanche, il se trouve très étroitement, très pesamment, tributaire du joug physiologique. Chez lui, la faim sexuelle envahissante, despotique, se montre, faute d'exutoire, incorrespondiblement obsédante. Bien qu'en principe tout exutoire lui convient presque indistinctement, le primitif peut, à l'occasion de son premier désir, nettement localisé lors de la formation, devenir un refoulé au sens freudien. On sait combien les images associées aux premières émotions génésiques impressionnent profondément l'inconscient. Il pourrait également devenir refoulé s'il se trouve repoussé par un type féminin ayant éveillé en lui une ardeur particulière. Fait digne de remarque, le caractère simpliciste du conditionnement amoureux n'implique pas l'indigence cérébrale. Elle s'observe aussi fréquemment parmi les financiers que parmi les laboureurs. Deuxième catégorie, celle des affectifs. Elle comprend non pas exclusivement ceux qui vit affective l'emporte sur la végétative et sur l'intellective, mais tous ceux qui ne sauraient y avoir d'assouvissement sexuel optimum si la satisfaction des aspirations de la sensibilité n'y concourt pas. Pour tout cela, le complémentarisme physique le plus satisfaisant laisse à subsister d'une incomplétude génératrice de dépression nerveuse et même de troubles psychiques. Il n'implique que le contentement sentimental. Ce contentement, ils l'obtiennent normalement pour les périodes plus ou moins longues, par le para-amour. Ils les ressortent à la clinique pendant les intervalles de nausées ou déchirants des pré-ruptures. Et il en ressort également lorsque, déjà sous l'emprise de l'image synthèse idéale, son corrélatif réel se dérobe. Parmi les affectifs, il y a d'ailleurs une certaine proportion inapte à éveiller le para-amour et dont la vie intérieure est une longue tristesse. Troisième catégorie, les représentatifs, c'est-à-dire non pas les individus capables de concepts représentatifs, de cela il en s'en trouve beaucoup parmi les affectifs, mais les hommes chez lesquels le représentatif prédomine sur l'affectif. Les philosophes lucides ou psychologues clairvoyants, leur causalisme les inquiète autant qu'il les éclaire. D'où mille anxiétés, mille hésitations, mille réticences concourant à ce que John Lutinen a nommé l'impuissance d'aimer. À leur actif, cependant, un privilège, la possibilité à eux seuls réservée de dissocier, d'éliminer la substance d'une peine, d'un chagrin d'amour. Enfin, ce que nous nommerons, faute d'un meilleur thème, les homogènes, parfaitement équilibrés sur les trois plans. Petit 3. Les psychoses de la passion. Dans l'ordre de la ventilation précédente, un premier département clinique doit réunir les différents cas de troubles causés par les hyperaphrodisies, soit par les réactions de l'instinct génésique contrarié. Il y a une hyperaphrodisia très fréquente chez les hommes à prédominance viscérale. Nous la croyons déterminée par un volume et une activité anormale des glandes interstitielles. Elle consiste en une impulsion constante et désordonnée à l'érotisme, impulsion qui se subordonne et gouverne toutes les autres virtualités.
Le sujet ne saurait se distraire de ce joug qui limite constamment son horizon, accapare sa pensée et ses énergies au point de le perturber toutes ses tentatives vers un accomplissement quelconque. Incapable de se donner attentivement, longuement, ardemment à aucune des diverses tâches que comporte normalement la vie d'un civilisé. Il se trouve dans l'impossibilité soit d'acquérir une somme appréciable de connaissances, soit même d'apprendre à fond un métier. Bien entendu, l'hyperaphrodisia à ses degrés. Nous n'envisagerons ici que le cas moyen. Chez l'un, passagère, avec ses réminiscences, pendant une grande activité qui a supplié celle des périodes obsédées, elle transforme les autres en automates fonctionnels, à un certain degré de brutisme. Elle aboutit fatalement à de graves désordres et même à l'agression plus loin criminelle, plus ou moins. L'adolescence subit normalement un moyen de psychose, qui n'a d'ailleurs rien d'inéluctable, puisque l'éducation judicieuse prévient aisément cette psychose. On a dit et repéré que l'enfant, dans le premier âge, est un être spinal. Durant les quelques mois qui précèdent et suivant la puberté, l'adolescent se trouve sensibilisé à l'extrême aux impressions génitales, et on pourra dire qu'il devient un être sexuel, c'est-à-dire en qui, pour une période variable, l'effervescence amoureuse tend à des paroxysmes sous la pression desquels toute notion esthétique ou morale se volatilise. Par exemple, chez les individus féminins qui l'entourent, il est d'abord impressionné par la féminité, secondement par l'entité sociale, et ceci en ce qui concerne ceux avec lui la plus proche parenté. Là, c'est l'âge de la liaison dangereuse, des imprudences, des aveuglements. Toujours chez les primitifs dont nous parlions au début du paragraphe, l'avidité de possession, amplifiée imaginairement pour un individu déterminé, puis contrariée, aboutit fréquemment à l'explosion destructrice, ainsi que la presse nous en apporte chaque jour l'écho. Nous lisons aujourd'hui même l'ouvrier d'usine Auguste, 27 ans, demeurant à Lyon, était fiancé à Madame Gilbert, âgée de 18 ans. Il avait fait sa demande en mariage dernièrement et avait été agréé par son père. La jeune fille n'était pas enthousiasmée par cette union prochaine et le laissait voir. Des disputes éclatèrent entre les fiancés, ce matin notamment. Ils se disputèrent à 3 reprises. Cet après-midi, au cours d'une nouvelle discussion, Auguste porta 12 coups de couteau à sa fiancée, l'atteignant notamment à la carotide, ce qui provoqua la mort, puis s'enfuit et alla se jeter sous un train. Second cas typique où se manifeste la psychose de la passion, celui du refus de reprendre la vie conjugale. Exemple, un homme a tiré 5 coups de revolver sur une femme qu'il semblait attendre depuis quelque temps, avec laquelle il venait d'avoir de très brefs entretiens. La victime et le meurtrier ont vécu ensemble pendant 8 années. Ils ont rompu puis renoué leur lien à diverses reprises. Il y a quelques jours, la femme signifia à son compagnon sa résolution d'arrêter de cesser absolument et définitivement toute relation. C'est alors que le délaissé se déterminait à user de la violence. De l'orgueil blessé ou de l'intérêt frustré peuvent entrer, et entrent souvent, parmi les mobiles du crime, dit passionnel, mais il serait insuffisant et en conditionner l'impulsion si les réactions de la sexualité ne prédominaient. Au contraire, chez l'époux ou l'épouse qui tue soit l'infidèle, soit son complice, la genèse du meurtre tient toujours presque de la paranoïa ou de la mégalomanie. Et puis, il y a l'instinct de propriété, révolté à l'image du tort qu'il subit. Alors que l'attrait amoureux s'est éteint depuis plusieurs lustres, l'idiosyncrasie progressive subsiste. L'idiosyncrasie massive, aveugle, sourde, la sorte de colère propre à celui qui abat un maraudeur surpris dans son champ, égare souvent tel mari jaloux. Petit 4. Le refoulement sentimental.
Nous avons évalué 65% le nombre d'humains principalement végétatifs, c'est-à-dire dont la vie affective, larvaire, n'a pour source intérieure que le retentissement de l'appétition et pour source extérieure les suggestions inséparables de l'état grégaire. Les affectifs proprement dits, soit environ 20% du contingent social, sont eux une sensibilité étendue, précise, bien coordonnée. Il y a des types intermédiaires entre les deux catégories. Dès qu'une esquisse de sentiment amoureux devient possible, autrement dit, dès que le complexe sélectif comporte des éléments affectifs de sélection, ce que Johanny Roux a nommé la faim sexuelle, devient s'associer le besoin d'une sorte d'émotion, d'une sorte d'état psychique, faute de quoi il y a des incomplétudes ou refoulements. Au niveau héréditaire et culturel équivalent, l'homme s'avère bien plus purement sentimental que la femme. C'était une autre époque. Nous savons que dans l'opinion courante, c'est l'inverse qu'on tient pour vrai. Cependant, l'homme isole, mieux que la femme, ses dispositions amoureuses de l'utilitaire. Dans la pensée de la femme, les éléments du complexe sélectif ne se dissocient que rarement des vues relatives à son devenir. Elle rêve d'amour en songeant à un appui ou à un protégé, à une réplique ou à un complémentarisme civique, à un assujettissement ou à un règne. Tout ceci peut donner lieu à des sentiments estimables et profitables à la vie collective ou familiale, non pas nécessairement à l'amour. Ainsi, se satisfait-elle affectivement avec le plus de facilité que l'homme? 97% des refoulés sont du côté masculin. Parmi ces derniers, notons, petit a, les cas où le complexe sélectif ne pourra jamais trouver de satisfaction intégrale, parce que certains de ces éléments postulent un type féminin incompatible avec certains autres éléments. Considérons par exemple un individu définissable par ces suivants: avidité génésique, aptitude aux différenciations sensorielles, impressionnabilité émotive, virtualité sentimentale, imagination et intelligence. Celui-ci s'oriente obscurément vers un ensemble de qualifications esthétiques, sentimentales et cérébrales rarement réunies à l'exacte proportion qu'il conviendrait. Petit b, les cas où, ayant rencontré ou ayant cru rencontrer son complémentarisme homogène, l'intéressé a dû, pour une cause quelconque, s'en tenir éloigné, renoncer à toute perspective d'union. Petit c, enfin les cas où, ayant obtenu et vécu l'harmonie amoureuse requise par son sextuple conditionnement, le sujet s'en voit sevré, soit par un changement d'orientation de l'objet, soit par toute irrémédiabilité. Par toute autre irrémédiabilité. Petit 5, la crise aiguë. L'impulsion homicide consécutive à l'amour inagréé est le fait à peu près exclusif du primitif et de la prééminence instinctive. Chez le sentimental, l'indifférence mène au désespoir, mais jamais au meurtre. Nous ne voyons pas comment le brutisme qu'implique l'acte de tuer serait compatible avec le degré de sensibilité nécessaire à la formation de sentiments amoureux. Quelle que soit l'ardeur des convoitises spécifiquement sexuelles et qui puissent s'allier à de tels sentiments, ces convoitises restent subordonnées, ce qui prévient et inhibe les résolutions et les mouvements impitoyables. À la certitude de l'inexorable refus succède en général un abattement accompagné par la désaffection profonde envers tout et envers tous. C'est alors que le tadium vitae peut envahir la conscience avec une foudroyante rapidité. Si les premières phases est surmontée, le péril subsiste et peut se préciser à nouveau, menaçant à diverses reprises, car une seconde période commence, fait d'un obsédant chagrin, dont les moments aigus envisagent volontiers la mort comme ultime refuge. Les images de l'être aimé accusent le caractère exceptionnel, unique et irremplaçable de ce que l'on n'obtiendra pas. Après la notion d'avoir discerné son plus exact complémentaire, la perspective qu'un éternel est seulement imprègne la glace et la pensée,
et il s'y mêle cette impression de déchéance qu'inflige tout un succès. Plus radieuse se jouait l'espérance, plus poignante se poursuit la déception. Enfin, le dynamisme, désormais endigué et désorganisé, de l'ensemble des élans suscités par l'amour, se mue en convulsisme, révolte ou d'où s'ensuivent, par exemple, les tentatives de fléchissement, lettres de supplication éperdues, démarches folles, éclats, etc. L'inconscience maternelle, ou tout comportement révélateur d'une extinction ou de l'inexistence de dispositions amoureuses que l'on ne croyait acquises, dont les effets analogues aux précédents sont toutefois en atteindre l'acuité, sauf exception rare, leur profondeur et leur durée semblent au contraire surpasser celle de l'inacceptation initiale pure et simple. On guérit plus vite, mais plus superficiellement, d'une défection que d'un refus. Reste la séparation survenant après une plus ou moins longue durée de désenchantement. Elle laisse le regret d'un état psychique élaboré dans l'illusion, mais dont l'intensité et l'amplitude étaient réelles, et portant à ses maxima l'animation intérieure. Les âmes sentimentales ont au fait de parer d'une idéale infinie toute splendeur physique qui captive leurs yeux. Elles accèdent aisément à cet état de grâce suprême, d'extase hyperphysique, l'adoration. Le mirage se dissipe, la nostalgie demeure, les ineffables fantasmagories qu'on lui est addues. Ici, la crise aiguë peut fort bien se déclarer, mais à retardement, des semaines, des mois, voire des années après l'éloignement. Il est de lente agonie habilement travestie en fallacieuse convalescence, et des suicides assez judicieusement accomplis pour que leurs apparences de spontanéité ne soient jamais suspectées. Petit 6. Les états chroniques. L'état de refoulement suppose une une renonciation volontaire, consécutive aux crises aiguës subies. L'amour affligé, soit qu'il se dissocie lentement, soit qu'il subsiste, comporte une période forte de mélancolie. Mélancolie toute différente de ce qui s'étendait par le mot en 1830, à l'ère des affectations grandiloquentes du romantisme. À chaque instant, où s'espace de quelques répits les besognes et l'obligation journalière, les images du passé reviennent, obsédantes, leurs reflets colorés et vifs, avilissants, celles du présent dont l'esprit se détourne alors, plein d'aversion. Tout semble morne et dépourvu d'attrait. Les satisfactions plus possibles de l'heure, celles que promet l'avenir imminent ou lointain, s'envisageant avec indifférence, des personnes du sexe opposé circulent, passent, s'approchent, s'éloignent comme des ombres impersonnelles. L'alternance des séries de représentations nécessitées par le rôle social du patient est la condition seconde qui réapparaît aux heures où l'attention cesse de se trouver accaparée objectivement, constitue véritable dédoublement psychologique, dont les conséquences sont assez variables. Pour les uns, il s'ensuit un penchement à l'automatisme, à l'éviction de tout ce qui suspend et limite leur rêverie rétrospective. Pour les autres, il y a plutôt tendance à l'évasion dans une activité absorbante. Ils redoutent de se trouver seuls avec eux-mêmes. À la longue, au bout d'un an, 2 ans, la désagrégation du complexe primitif s'effectue graduellement chez certains. Mais il n'en va pas toujours ainsi. L'état chronique peut persister ad vitam, au lieu de donner à des désordres psychonerveux plus ou moins graves, fléchissement des facultés cérébrales, asthénie, etc., voire à une altération profonde du vitalisme on peut parfaitement mourir d'amour. Petit 7. Les carences. Nous parlions au chapitre précédent des inaptes, ceux en qui l'amour ne saurait s'élaborer. En regard de ces derniers, voyons ceux dont les virtualités sentimentales restent sans écho.
Dans sa psychologie de l'amour moderne, Bourget a parlé des exclus, des hommes conditionnés de sorte qu'ils n'inspirent jamais l'amour. Il les divise en trois catégories, à savoir les timides, les maladroits, les candides, et les prétentieux, les scrupuleux et les répulsifs. L'illustre académicien emploie d'autres mots plus distingués, auxquels nous permettrons de subsister ici des vocables assez précis pour se passer de commentaires. Le timide, faute de lucidité d'esprit, de facilité d'élocution, d'aisance dans les manières, manque évidemment d'habileté souriante, de cet à propos, de cette élocution charmeuse, par quoi s'amorçant tant de séduction. Mais dès qu'il rencontre une femme au complexe sélectif de qui il lui correspond et il sera aimé, nous en dirons autant des maladroits. Ceux de Bourget attribuent les échecs de grosses bévues, ceux qui échouent pour essayer de faire une déclaration à une flamme, un jour où elle agonise de migraine. Ceux qui tentent de lui ravir un baiser quand le matin même, elle est allée chez le dentiste et qu'elle a encore de jolies bouches, de l'affreux arôme de l'acide phénique ou de la craie. Ceci, à la campagne, et pour se ménager une déclaration, l'entraîne dans des chemins caillouteux et détournés. L'après-midi où elle a les pieds des bottines neuves qui lui écorchent la peau. Ce sont des mille et des riens que le maladroit ne sait pas deviner, sur lequel il marche comme s'il marchait sur un corps, avec un sourire inconscient et qui achève à la rendre furieuse la femme la mieux disposée. Et le personnage reste bouche bée devant un accueil glacé, là où il avait d'abord rencontré le plus élégant des sourires, le plus engageant des sourires. Dans le cas d'un complémentarisme profond, la contrariété nerveuse serait débordée par l'attirance. De même, la plus extrême candeur ou la scrupulosité n'équivalant pas nécessairement à l'exclusion. Par répulsif, nous désignons les êtres affligés d'une sorte de laideur que Bourget définit ainsi. Il y a une laideur qui tue l'amour, et ceux qui en sont atteints n'en savent atteint dès leur première adolescence. C'est la laideur malheureuse et malsaine, maladroite et chétive, pauvre et vieillie avant l'âge. Soyez bossus, mais ayez de jolies dents. On vous aimera peut-être malgré votre infirmité. Soyez borgne, mais ayez un charmant profil. Soyez boiteux, mais avec un joli regard. Soyez hirsute et sale, avec une encolure d'Hercule. Soyez un monstre même. Il y a des chercheuses qui vous désireront. Mais si votre glace à barbe vous relève chaque matin sur votre visage, et toute votre personne, la laideur commune, n'attendez pas l'expérience pour suivre le conseil que la courtisane vénitienne donnait à Jean-Jacques. L'Ossia le donne est studio à la maternicia. Ce qui veut dire... Laisse les femmes et étudie les mathématiques. De ces développements, il s'ensuit que seule la laideur à base de débilité est éliminatoire. Elle l'est, selon nous, parce que l'organisme et le psychisme du débile irradient trop faiblement ces modalités énergétiques dont nous avons noté au chapitre 2 l'inédiable influence. Une machine physiologique vigoureuse, une âme résolue implique l'une et l'autre, en dépit des afflictions morphologiques les plus choquantes. La propriété d'aimantation et la possibilité d'emprise connue sous les noms de magnétisme animal et d'influence télépsychique. Parmi les exclus, nous avons observé les hommes agréables d'extérieur et de caractère intelligent, bien élevé, nullement troublés au milieu du monde, trop avertis pour se montrer candides, trop subtils pour commettre la moindre faute de tact, mais au fond, craintifs, irrésolus et oscillants. Fort heureusement, la plupart des hommes ainsi disqualifiés n'en souffrent pas. Ils ne s'en rendent même pas compte.
le jeu des automatismes sociaux, leur ménage en temps important, la rencontre d'une femme à qui la perspective d'être appelée madame et un foyer sourit suffisamment pour leur faire accepter la première opportunité d'union honorable. Du côté féminin, il n'en va pas de même. Celle dont l'individualité ne suscite jamais les résonances d'où s'ensuit l'amour, doivent presque toujours se résigner, soit au perpétuel eux seulement, soit aux brièves passades dont le feu du désir masculin offre la plus déshéritée des multitudes d'occasions au lendemain périlleux. Je crois que c'est clair.